Un policier a frappé un homme noir âgé avec une matraque lors d'un procès, ignorant qu'il était un vétéran de l'armée à la retraite. Chaque matin, avant que le ciel ne s'éclaircisse complètement et bien avant que la majeure partie de la ville ne s'éveille, Samuel Clay se levait avec la même discipline qu'il avait suivie pendant des décennies. Son réveil ne sonnait jamais. Il n'en avait pas besoin. L'habitude, la mémoire, et quelque chose de plus profond que l'un ou l'autre le tirèrent du lit avant l'aube. À 5h10 précises, il plia la fine couette de son petit lit, se lava le visage à l'eau de la bassine dans un coin et lassa ses bottes noires usées comme il se préparait autrefois pour ses patrouilles matinales loin de chez lui. La lumière de la cuisine vacillait au-dessus de sa tête, tandis qu'il se versait une tasse de café noir, sans crème, sans sucre, et restait assis en silence. C'était la même chose chaque matin, simple, prévisible et silencieux. Il enfilait ensuite sa vieille veste militaire, d'un vert délavé, les patchs enlevés depuis longtemps, et sortait dans la fraîcheur matinale. Sous son bras se trouvait son balai, les poils raides après des années passées à balayer gravier, feuilles et détritus sur les trottoirs devant la bibliothèque municipale. Personne ne l'avait engagé pour ça. Pas de contrat, pas de salaire. Il se contentait d'être présent chaque jour car, à ses yeux, garder les lieux propres était un acte de dignité, pas un travail. Pour lui, la discipline n'était pas quelque chose qu'on abandonnait après son service. Elle vous suivait, et avec un peu de chance, elle devenait partie intégrante de vous. Les habitants du quartier s'attendaient à la présence de Samuel. Les jeunes mères qui accompagnèrent leurs enfants à la garderie lui adressaient un signe de tête reconnaissant. Les commerçants du quartier lui apportaient parfois des thermos de thé chaud en hiver. Le gardien de la bibliothèque faisait toujours un salut des deux doigts, mi-blague, mi-respectueux. Les enfants l'appelaient parfois « Monsieur Clay, Monsieur Clay », et il inclinait le bord de sa casquette en guise de réponse. Il ne s'attardait jamais longtemps dans la conversation, mais sa présence était perceptible, silencieuse, fixe, comme le vieux chêne du parc qui avait vu des générations passer sous ses branches. Certains dans le quartier savaient que son passé était bien plus complexe que ce que sa vie actuelle laissait entendre. Des murmures parlaient de médailles enfermées dans une boîte à chaussures sous son lit. Certains disaient qu'il avait servi dans l'armée pendant 20 ans. D'autres pensaient que c'était plus longtemps, qu'il avait formé de jeunes soldats et même dirigé une unité outre-mer. Personne n'en était sûr. Samuel n'en parlait jamais, sauf si on le lui demandait directement, et même alors, ses réponses étaient brèves, jamais dramatiques, jamais détaillées. Ce chapitre de sa vie était gravé en lui, non crié sur les toits. Son silence n'était pas une honte, c'était de la révérence. Cette routine se poursuivit sans interruption pendant des années, jusqu'au matin d'il y a 2 semaines. Elle avait commencé comme toutes les autres. Le ciel était encore d'un bleu d'encre lorsqu'il commença à balayer le trottoir juste derrière le quai de chargement de la bibliothèque. Des oiseaux s'agitaient dans les arbres et les premiers signes de la circulation matinale bourdonnaient au loin. C'est alors qu'il l'entendit, un bruit de pas précipités, une bagarre, un grognement aigu. Il s'arrêta en plein balayage et jeta un coup d'œil par-dessus le coin du mur de briques. Au début, il ne vit que des ombres, des mouvements flous dans la pénombre. Puis, une fois sa vue ajustée, il les vit. 2 policiers en civil immobilisant un jeune homme au sol. Le garçon ne devait pas avoir plus de 17 ans, maigre, avec des dreadlocks qui se déployaient sur le trottoir froid, tandis qu'il tentait de se protéger la tête avec ses bras. Un policier était agenouillé sur le dos du garçon, l'autre, le sergent Ray Hartley, se tenait au-dessus de lui, sa matraque levée. Samuel n'avait pas besoin d'en voir plus. Il reconnaissait la posture. Il l'avait déjà vu en zone de guerre, quelqu'un au pouvoir sur le point d'utiliser la force, non par nécessité, mais par rage. La matraque retomba une fois, puis une autre, alors même que le garçon hurlait qu'il était à terre, qu'il n'avait rien fait. Samuel s'avança. Il ne créa pas. Il ne broncha pas. Sa voix était calme, posée, celle de quelqu'un qui avait passé sa vie à maîtriser son tempérament.
Il leur rappela que le garçon était un enfant. Il dit que c'était suffisant. Hartley se retourna. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut aucune trace de surprise, aucune hésitation. Juste un calcul. Samuel le vit immédiatement. L'expression de Hartley se durcit, et bien que sa main ne baisse pas immédiatement le bâton, elle s'immobilisa, comme une question qui n'avait pas besoin de réponse. Lentement, il leva la main et fit signe à Samuel de s'éloigner. Un avertissement silencieux, pas une demande. Samuel ne bougea pas. Il se tenait là, les bras le long du corps, le regard fixe, sans défi, mais sans peur. Il avait affronté des hommes armés de fusils et pire encore. Ce n'était pas un champ de bataille, mais cela y ressemblait. Finalement, les policiers partirent. Le garçon fut relevé et emmené sans un mot. Le silence retomba dans la ruelle. Samuel fixa le sang étalé sur le sol un long moment, puis reprit son balai et se remit à balayer. À midi, les murmures commencèrent. Quelqu'un dit avoir vu le vieil homme près de la bibliothèque lors de l'arrestation. Un autre dit qu'il était intervenu. Quelques voisins espéraient à voix basse qu'il s'en sortirait, mais personne ne pensait vraiment que cela irait plus loin. Ils avaient tort. Le lendemain matin, on frappa à l'aube. Samuel venait de finir de lasser ses bottes lorsque les coups commencèrent. 3 coups secs à la porte d'entrée, suivis d'une voix annonçant la présence des forces de l'ordre. Il ouvrit lentement la porte et les policiers, en uniforme cette fois, lui tendirent un papier. Un mandat. Ils affirmaient qu'il avait entravé une opération de police. Pire encore, ils l'accusaient d'avoir agressé un policier. Ces mots passèrent inaperçus au début. Samuel se tenait là, sur le seuil de sa porte, la lumière de son petit salon projetant une douce lueur derrière lui, tandis que le voisinage l'observait par les fenêtres et les porches. Ils ne le menottèrent pas brutalement. Ils ne crièrent pas, mais ils le firent descendre l'allée en silence, le plaçant à l'arrière d'une voiture de patrouille comme un criminel. Tout le quartier se figea. Pas de caméra, pas de car de reportage, juste des murmures portés par le vent. Il passa la nuit en cellule de détention. Béton froid, lumière tamisée, l'air empli d'un silence, seulement troublé par l'écho occasionnel des portes métalliques qui s'ouvraient et se fermaient. Samuel ne demanda pas d'avocat. Il n'exigea pas de parler. Il attendit simplement. Au matin, il était inculpé. La procédure judiciaire avança plus vite que prévu. En quelques jours, sa date d'audience fut fixée. Un peu moins de 2 semaines. Ils ont qualifié l'affaire d'expéditive en raison du caractère sensible. Samuel comprenait ce que cela signifiait. L'objectif n'était pas la justice, c'était le silence. Mais le silence n'avait jamais été son point faible. La nouvelle s'est répandue lentement, d'abord parmi les voisins, puis dans les églises voisines, puis par le biais de quelques réseaux de soutien aux anciens combattants. Quelques personnes ont commencé à se poser des questions. Pourquoi Samuel Clay, l'homme qui balayait leur trottoir, l'homme qui a servi son pays, était-il soudainement poursuivi au pénal? Pourquoi le garçon qu'il essayait de protéger était-il introuvable? Aucune réponse n'est venue. L'accusation a affirmé que les preuves vidéo n'étaient pas concluantes, que le garçon avait résisté à son arrestation, que Samuel était intervenu dans une situation dangereuse et en évolution. Samuel Clay était assis en silence, le dos droit malgré le poids qui pesait sur lui. Il portait la même veste qu'il portait tous les jours depuis le début du procès, dont les manches étaient effilochées. À côté de lui était assis Karim Voss, avocat commis d'office depuis à peine 1 an, son bloc-notes rempli de gribouillis, de chronologies et de noms. Le costume de Karim était un peu trop grand, et ses cernes s'accentuaient chaque matin, mais sa voix n'en était que plus assurée. Chaque matin, il saluait Samuel non pas avec pitié, mais avec détermination. De l'autre côté de la salle d'audience, l'atmosphère était différente. Le sergent Ray Hartley, vêtu de son uniforme de police, était assis droit, l'air satisfait, flanqué de 2 officiers supérieurs qui n'avaient pas encore prononcé un mot au tribunal.
Hartley dégageait cette confiance qui ne provenait pas de la vérité, mais du fait de savoir qu'il avait le soutien d'un système qui refuse de s'autodétruire. Son avocat, Franklin Chase, était un homme connu dans tout l'État pour défendre des personnes que la plupart croyaient intouchables. Son costume était taillé sur mesure, son ton toujours calme et son regard perçant comme un couteau enveloppé de soie. Il n'a pas regardé Samuel une seule fois, pas directement, mais chacun de ses arguments portait le message discret que Samuel n'avait rien à faire dans cette pièce, ni comme un égal, ni comme une menace. Karim a ouvert le procès avec une détermination tranquille. Il a tenté de présenter des images des caméras de la ruelle de la bibliothèque, mais la ville a prétendu que ces images n'existaient pas. Des problèmes de maintenance, a-t-on dit. Les caméras étaient en panne cette semaine-là. Des difficultés techniques. Il a demandé des témoins oculaires. Quiconque avait vu l'arrestation, entendu la bagarre, se souvenait des paroles de Samuel. Aucun ne s'est présenté. Quelques-uns ont été cités à comparaître, mais leurs réponses étaient prudentes, incertaines. La plupart ont affirmé n'avoir rien vu. D'autres ont dit ne pas être sûrs de ce qu'ils avaient revu. Un homme a marmonné que la police l'avait averti de ne pas s'en mêler. Un autre a admis qu'on lui avait dit de se taire pour sa propre sécurité. Mais c'était l'absence du garçon qui pesait le plus lourd. Le jeune homme que Samuel avait tenté de protéger, 17 ans, peut-être moins. Le regard effrayé et les coudes en sang avaient disparu. Disparu. Karim avait essayé toutes les méthodes possibles. Il avait contacté des foyers pour jeunes, épluché les registres d'arrestation, fouillé les archives publiques. Mais c'était comme si le garçon n'avait jamais existé. Aucun rapport d'arrestation officiel ne mentionnait son nom. Aucun hôpital ne l'avait admis. Il n'y avait pas d'alerte de disparition. Karim ne le dit pas à voix haute, mais lui et Samuel savaient ce que cela signifiait. Quelqu'un avait veillé à ce que ce garçon reste caché, loin de cette salle d'audience. Chaque jour, les chances penchaient davantage contre eux. Karim était de plus en plus épuisé. Les preuves de la défense furent écartées comme étant circonstancielles. L'accusation présenta Samuel comme un indiscret, un vieil homme bien intentionné qui avait laissé ses émotions interférer avec les forces de l'ordre. Le témoignage de Hartley fut soigneusement répété. Il affirmait que le garçon avait été violent, que Samuel l'avait attrapé par derrière, le forçant à agir. Il affirmait que l'implication de Samuel avait mis en danger les policiers et envenimé la situation. Les officiers supérieurs à ses côtés hochèrent la tête discrètement au moment clé. La juge, Evelyn Miles, les interrogeait rarement. Elle ne souriait pas. Elle ne fronçait pas les sourcils. Elle écoutait simplement, l'air indéchiffrable. Des rumeurs suivaient la juge Miles depuis des années. Certains disaient qu'elle devait son poste au maire. D'autres murmuraient qu'elle avait travaillé au service juridique de la police. Samuel ne prenait pas la peine d'écouter les rumeurs. Il n'en avait pas besoin. Il le sentait. Chaque décision qu'elle rendait minait sa défense. Chaque objection soulevée par Karim était rejetée sans explication. Chaque geste semblait prédéterminé. Le 3e jour du procès, quelque chose changea. Karim se leva lentement, les mains tremblant légèrement, serrant un épais dossier aux pages surlignées et aux dates marquées. Il demanda au tribunal de citer à comparaître des messages internes de la police, plus précisément les journaux de communication de la nuit de l'incident. Il avait des raisons de croire que les policiers avaient coordonné leurs déclarations avant même que Samuel ne soit placé en garde à vue. Miles le regarda un long moment, puis se renversa dans son fauteuil. Elle déclara que la demande était excessive, que cela ne ferait que ralentir la procédure. Elle la nia sans même demander au procureur de répondre. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais Karim avait une dernière carte à jouer. Le souffle plus lourd que tous les jours précédents, il annonça un nouveau témoin, l'ancien agent Lennox Gray. Son nom résonna dans le silence de la salle d'audience comme une pièce de monnaie tombée dans une cathédrale. Des murmures s'élevèrent de la galerie. Même Chase cligna des yeux. L'agent Gray avait été renvoyé des mois plus tôt dans des circonstances troubles. Des rumeurs disaient qu'il avait dénoncé des abus au sein du service.
qu'il avait tenté de les signaler et qu'on lui avait demandé de reconsidérer sa loyauté. Il ne l'avait pas fait. Il avait été poussé dehors discrètement, son casier judiciaire entaché, son silence acheté par une convention de licenciement que Karim jugeait désormais inapplicable. Ce soir-là, Karim resta tard dans son petit bureau pour préparer la déposition de Gray. Il classa les dossiers, recoupa les dates, visionna les rares images dont il disposait. Le concierge qui nettoyait le bureau déclara plus tard avoir vu 2 hommes rôder devant le bâtiment après la tombée de la nuit. Personne ne savait exactement quand la porte avait été brisée, mais à minuit, le bureau de Karim était saccagé. Dossiers déchiquetés, armoires vidées. Son bureau était fissuré sur un bord. Rien de valeur volée, juste des preuves détruites. Samuel s'est présenté ce soir-là, sans y être invité. Il se tenait devant le bâtiment à l'aube, silencieux, immobile. Il n'a rien dit jusqu'à l'arrivée de Karim, épuisé et secoué. Samuel a demandé si le témoin venait toujours. Karim a hoché la tête. Puis ils sont restés là, tous deux, à regarder le lever du soleil comme des soldats attendant la prochaine inculpation. Le lendemain matin, la salle d'audience était animée. Tout le monde avait vu les images du bureau vandalisé. L'information avait fuité, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Alors que Samuel se levait pour témoigner et s'approchait de l'avant de la salle d'audience, le sergent Hartley s'est levé et a commencé à marcher vers la même allée. Leurs épaules se sont effleurées. Cela aurait dû être rien, mais quelque chose a changé dans l'expression de Hartley. Une lueur de colère, ou peut-être de peur, et puis c'est arrivé. Hartley a craqué. Sans prévenir, il leva sa matraque, une matraque qu'il n'avait aucune raison de porter dans une salle d'audience, et frappa Samuel dans le dos. Le bruit résonna. Le bois contre l'os. Samuel s'effondra en avant, serrant les dents tandis que la douleur se propageait dans sa colonne vertébrale. Des halètements emplirent la salle. Les caméras des journalistes clignotèrent comme des stroboscopes. Une femme hurla. L'un des jurés se leva d'un bond. Les huissiers se précipitèrent, ne sachant pas qui protéger en premier. La juge Miles frappa violemment son marteau. Sa voix se brisa lorsqu'elle cria à l'ordre, réclamant le silence par-dessus le bruit. Samuel respirait faiblement. Sa vision se brouilla un instant tandis qu'il se relevait sur un genou, puis se relevait lentement. Ses jambes vacillaient. Une main s'appuyait sur la table à côté de lui. Toute la salle d'audience l'observait, attendant de voir ce qu'il allait faire. Karim tenta d'avancer, mais Samuel leva la main pour l'arrêter. Il n'éleva pas la voix. Il ne pointa personne du doigt. Il parlait simplement, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que personne plus importante. Il disait que l'homme qui venait de le frapper ignorait totalement qui il était, que Hartley venait d'attaquer un vétéran décoré de l'armée. Il mentionnait 2 périodes de service, l'étoile de bronze, puis, sans colère, il conclut par une phrase suspendue dans l'air comme un salut final. Il disait qu'il avait saigné pour ce pays autrefois, et maintenant, il saignait dans sa salle d'audience. Personne ne bougeait. Personne ne murmurait. Le silence n'était plus lourd de tension. Il était lourd de vérité. Les médias se sont emparés de l'histoire instantanément. Ce qui avait commencé comme une audience silencieuse s'est transformé du jour au lendemain en un point de tension nationale. La vidéo d'un homme noir, âgé frappé en audience publique par un agent en uniforme, a fait la une des journaux dans tout le pays. Les présentateurs des journaux télévisés ont répété les mêmes mots encore et encore. Vétéran agressé au tribunal. Les commentateurs ont débattu de l'instant lors de tables rondes. Sur les réseaux sociaux, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre, chaque image étant décortiquée, chaque angle analysé. Il n'y avait aucune excuse, aucune ombre où se cacher. La vérité avait été enregistrée et maintenant le monde regardait. Les manifestations se multiplièrent rapidement. D'abord, quelques dizaines de personnes se tenaient devant le palais de justice, pancartes à la main, le visage crispé par la frustration. À la fin de la semaine, la foule comptait des centaines de personnes. Les vétérans arrivèrent en groupe, certains en uniforme, formant des files silencieuses. Leur seule présence envoyait un message. Respect, solidarité et honte qu'un des leurs ait été traité de la sorte. Certains saluèrent la photo de Samuel. D'autres se contentèrent de rester silencieux.
Des quarts de reportages locaux campèrent devant le palais de justice. Les médias nationaux suivirent. Tout le monde voulait savoir qui protège le sergent Hartley. À l'intérieur du palais de justice, cependant, la lutte ne faisait que s'intensifier. Le pouvoir commençait à riposter. La juge Evelyn Miles, qui avait présidé les premiers jours du procès, fut soudainement réaffectée. Aucune explication ne fut donnée. Aucun communiqué de presse ne fut publié. La porte de sa salle d'audience fut verrouillée le lendemain matin, sa plaque ôtée. Derrière les portes closes, des rumeurs circulèrent. Certains affirmèrent que le bureau du gouverneur avait appelé. D'autres murmurèrent que Miles avait été averti que la situation devenait politiquement dangereuse. Quelle qu'en soit la raison, elle était partie. À sa place, le juge Anthony Creed, nommé par le gouvernement fédéral et réputé pour son sens pratique, Creed avait servi dans les Marines. Son passé militaire transparaissait dans sa posture, la précision de ses propos et l'absence de tout superflu dans sa salle d'audience. Là où Miles s'était montré froid et distant, Creed était calme et intense. Il écoutait attentivement. Il posait des questions. Il était clair. Ce procès se déroulerait selon des règles strictes, mais avec équité. L'une de ses premières décisions changea tout. Il autorisa Karim à présenter le témoignage de l'agent Lennox Gray. Gray entra dans la salle d'audience ce matin-là, le dos droit et la mâchoire serrée. Son insigne avait disparu depuis longtemps, mais son maintien témoignait encore de ses années d'uniforme. Il paraissait plus âgé qu'il ne l'était. Le stress avait creusé sur son visage des rides qui n'existaient pas 6 mois auparavant. La salle d'audience l'observa attentivement tandis qu'il témoignait. Puis vint la révélation. Gray se remémora un moment survenu 2 semaines plus tôt, un moment qui l'avait profondément marqué. Il raconta comment, lors d'une réunion de service ordinaire, un supérieur lui avait conseillé d'éviter le district 6 de la bibliothèque. C'était le territoire de Hartley, lui avait-on dit. Et Hartley avait son propre système de nettoyage. Il ne s'agissait pas d'opérations officielles. Elles n'étaient pas consignées dans les rapports habituels, mais elles étaient comprises. Des ratissages officieux destinés à améliorer les statistiques d'arrestation et à éliminer les indésirables. Ce terme était resté en suspens comme de la fumée. Gray avait d'abord ignoré l'avertissement, mais il avait ensuite vu l'arrestation. Il quittait un café près de la bibliothèque lorsqu'il entendit des cris. Il tourna au coin de la rue et vit Hartley et un autre policier plaquer un garçon qui ne résistait pas. La matraque s'abattit 1 fois, puis 2. Du sang coulait sur le trottoir. Gray s'avança, tenta de parler, mais Hartley lui répondit que cela ne le concernait pas. Lorsque Gray tenta plus tard de signaler l'incident, ses appels furent ignorés. Ses courriels restèrent sans réponse. Quelques jours plus tard, il fut convoqué au commissariat et se vit proposer le choix: démissionner discrètement ou être publiquement déshonoré. Il choisit la première option. Mais il n'oublia pas. Le juge Creed se pencha en avant, le visage indéchiffrable, et demanda à Gray s'il avait des preuves. La salle retint son souffle. De la poche de sa veste, Gray sortit une petite clé USB. Il expliqua qu'avant de partir, il avait secrètement sauvegardé des fichiers du serveur interne du service. Il s'agissait de messages d'agents, conversations de groupe, mémos privés et sauvegardes de caméras corporelles qui avaient été supprimés du stockage officiel. Il énuméra le contenu de la clé. Des messages faisant référence à des quotas, des blagues internes sur des inoffensifs et, pire encore, des ordres directs de cibler les jeunes de certaines communautés. Il lut même un message à voix haute. Un autre nettoyage de la bibliothèque ce vendredi. Au moins 5 collectes sont nécessaires. Faites attention. Karim prit la clé à 2 mains, presque comme s'il manipulait quelque chose de sacré. La salle d'audience se transforma. Les gens se penchèrent en avant. Hartley, qui était resté calme pendant la majeure partie du procès, était maintenant assis, le visage impassible, les doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil. Son regard se porta non pas sur Gray, mais sur les officiers assis au dernier rang. Alors que Karim s'apprêtait à conclure sa plaidoirie, l'accusation se leva et annonça un nouveau témoin.
le commissaire adjoint Marvin Crowley. Son seul nom fit trembler les spectateurs. Crowley n'était pas un policier ordinaire. C'était un homme politique en uniforme, le genre de personne qui assistait plus souvent au point de presse qu'aux scènes de crime. Costume impeccable, discours impeccable, et surtout, relations. Crowley entra dans la salle d'audience flanqué de son personnel et escorté par des agents de sécurité en civil. Il prit la parole avec assurance, une main dans la poche de son manteau. Il décrivit Samuel Clay comme un agitateur notoire. Il fit référence à une ancienne plainte, sans rapport avec le sujet et classée sans suite il y a des années, concernant un tapage sonore à l'ancienne résidence de Samuel. Il qualifia les images de la caméra corporelle de non fiables, les messages de mal interprétés et la clé USB de potentiellement falsifiée. Il insista sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu public, que les policiers impliqués agissaient sous un stress extrême et que les médias avaient empoisonné le processus. Ces mots étaient fluides, répétés. Chaque réplique était soigneusement conçue pour les gros titres. Pendant un instant, cela fonctionna. Certains membres du jury se reculèrent, visiblement perturbés. L'ambiance dans la salle d'audience changea à nouveau. L'incertitude revint. Mais avant que Karim puisse protester, un événement inattendu se produisit. Les portes arrière de la salle d'audience s'ouvrirent et un jeune homme entra. Mince, nerveux, les dreadlocks attachés en arrière et des vêtements 2 tailles trop grands. Ses chaussures grinçaient contre le carrelage tandis qu'il marchait. Plusieurs personnes se retournèrent pour regarder. Quelques-unes eurent le souffle coupé. C'était lui. Corey Bennett, le garçon qui avait disparu. Il s'approche de l'avant de la salle d'audience, les mains légèrement tremblantes. Il ne parla pas au début, il se contenta de regarder Samuel assis silencieusement, l'air de le reconnaître prudemment. Puis il regarda Hartley droit dans les yeux. Hartley ne sia pas. Corey leva la main, prêta serment et commença à parler. Il expliqua qu'il s'était caché chez un cousin plus âgé, trop effrayé pour se manifester. Il avait vu ce qui était arrivé à ceux qui avaient essayé. Mais maintenant, après avoir vu ce qui avait été fait à Samuel, il ne pouvait plus garder le silence. Il raconta au tribunal comment Hartley l'avait jeté à terre, comment la matraque lui avait heurté les côtes, comment il l'avait supplié d'arrêter. Il décrivit comment Samuel s'était avancé, comment il avait parlé calmement, comment il n'avait jamais touché les policiers. Il dit que Samuel avait seulement essayé de le protéger. Puis vint le coup de grâce. Il se souvint des paroles de Hartley, des paroles gravées dans sa mémoire. « Tu n'es qu'une statistique de plus à cocher. » Il marqua une pause, la voix légèrement éraillée, et ajouta que Samuel était le seul adulte à l'avoir traité comme un être humain. La salle d'audience était silencieuse. Même le claquement des touches de l'ordinateur s'était tu. L'une des jurées baissa les yeux vers ses genoux, les yeux embués. Une dessinatrice du tribunal posa son crayon. La juge Creed resta silencieuse un long moment. Il regarda Corey, puis Samuel, puis Hartley. Son visage resta sévère, mais quelque chose avait changé. Un accusé de réception silencieux. Puis, avec un calme mesuré, il annonça que l'audience serait suspendue jusqu'au verdict final. Le marteau frappa une fois, fermement, résonnant. Personne n'applaudit, personne ne bougea. La tempête n'était pas encore passée, mais la vérité avait éclaté au grand jour, et désormais, plus moyen de la repousser. Le dernier jour du procès ressemblait moins à une simple audience qu'à une histoire qui s'apprêtait à reprendre son souffle. Le palais de justice, autrefois un simple bâtiment gouvernemental de pierre et de verre terne, ressemblait désormais au centre de la conscience nationale. Des vétérans se tenaient côte à côte sur les marches du palais de justice, leurs uniformes propres et repassés, le regard fixe. Certains portaient la tenue militaire complète, d'autres arboraient des casquettes datant de plusieurs décennies. Vietnam, tempête du désert, Afghanistan. Personne ne parlait beaucoup. Ils défendaient non seulement Samuel Clay, mais aussi chaque promesse que le drapeau avait faite autrefois. Un homme âgé s'avança et déposa un drapeau américain plié dans les mains de Samuel. L'instant fut silencieux, empreint de recueillement.
un signe que ce que Samuel avait enduré n'était pas seulement vu, mais mémorisé. Au-dessus de nos têtes, des hélicoptères décrivaient des cercles lents, retransmettant la scène aux télévisions et aux téléphones de tout le pays. Les journalistes étaient nombreux sur la place, micros serrés, parlant à voix basse, essayant de ne manquer aucun détail. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Ziel Stand with Samuel inondait les fils d'actualité. Les écoles observaient des moments de silence. Les cloches des églises sonnaient en signe de soutien. Les gens étaient venus non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce qu'ils le devaient. Quelque chose dans la force tranquille de Samuel, son refus de céder même sous la pression, avait atteint plus loin que l'indignation. Cela avait touché quelque chose de sacré. Dans la salle d'audience, l'ambiance était tout autre. La tension était palpable. Les journalistes occupaient les derniers rangs. Les dessinateurs judiciaires se penchaient près de leurs chevalets. Les avocats trièrent des papiers, mais ne quittèrent pas des yeux le tribunal. Samuel restait assis, immobile, les mains posées sur les genoux, sa vieille veste militaire pliée à côté de lui. Karim se tenait non loin de là, les épaules droites. C'était le dernier jour d'un procès qu'aucun d'eux n'avait choisi, mais qu'ils avaient tous deux enduré. Lorsque le juge Creed entra, un silence s'éleva dans la salle. Il portait la même robe noire qu'auparavant, mais ce jour-là, quelque chose en lui semblait plus lourd. Peut-être le poids du moment ou la certitude que ses paroles résonneraient bien au-delà de ces murs. Il s'assit, ajusta ses lunettes et prit une longue inspiration avant de parler. Le silence s'installa dans la salle d'audience, dans l'attente. Il commença avec une autorité calme, la voix lente, chaque mot mesuré. Il déclara que le tribunal avait examiné toutes les preuves disponibles. Témoignages sous serment, images numériques, enregistrements audio et journaux de communication obtenus par les voies officielles. Il reconnut l'apparition de Corey Bennett comme un tournant. Il fit référence au courage de l'agent Gray et aux messages récupérés sur le serveur du département. Il fit un bref signe de tête à Karim, dont la persévérance, dit-il, avait aidé le tribunal à voir au-delà des apparences. Puis vint le moment. Le juge Creed a déclaré que le sergent Ray Hartley était accusé de parjure, d'entrave à la justice, de voies de fait graves et de violation des droits civiques en vertu de la loi fédérale. Les mots ont résonné comme un coup de marteau, avant même que celui-ci ne s'abatte. Un halètement collectif a parcouru la salle d'audience. Certains se sont couverts la bouche, d'autres ont fermé les yeux. Une femme au deuxième rang a laissé échapper un sanglot discret. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis, sans attendre d'instruction, un marshal fédéral s'est avancé et a menotté Hartley. Hartley n'a pas résisté. Son visage était pâle, son regard vide, comme s'il n'avait jamais imaginé que ce moment arriverait. La salle d'audience a regardé le badge sur sa poitrine être retiré. Proprement, discrètement, enfin. Mais le juge n'avait pas terminé. Il a poursuivi en déclarant que le témoignage du commissaire adjoint Marvin Crowley avait soulevé de graves inquiétudes quant à son intégrité et à ses intentions. Sa manipulation des faits et sa position d'influence justifiaient un examen plus approfondi. Le juge Creed a officiellement renvoyé Crowley devant une enquête fédérale, précisant que, même si le tribunal ne pouvait pas l'inculper directement, il recommanderait une surveillance immédiate par le ministère de la Justice. La salle s'est à nouveau agitée, cette fois avec un sentiment de plus grand que la justice, la responsabilité. Enfin, le juge Creed a abordé la structure policière de la ville. Il a appelé à une révision complète des politiques policières du district 6, évoquant des comportements répréhensibles répétés, des opérations non réglementées et des plaintes de la population ignorées depuis des années. La recommandation était claire. Une enquête interne approfondie menée par le Bureau des affaires internes. Il a marqué une pause. Puis le marteau a retenti. Un coup. Ferme. Final. Samuel Clay n'a pas souri. Il n'a pas levé les poings ni applaudi.
Alors que les flashs des caméras et les murmures se propageaient, il a simplement fermé les yeux. Pour la première fois depuis le début du procès, sa poitrine sembla se soulever un peu plus facilement. Il a inspiré profondément et régulièrement, non pas comme un homme qui avait gagné, mais comme quelqu'un qui avait enduré et survécu à quelque chose qui devait le briser. Karim posa brièvement une main sur son épaule. Aucun mot ne fut échangé. Il n'était pas nécessaire. Entre eux, une compréhension mutuelle régnait, une reconnaissance tacite que la vérité n'avait pas été facile à obtenir, mais qu'elle était venue. Devant le palais de justice, la foule attendait. Les portes s'ouvrirent et Samuel sortit, le drapeau plié à la main. Son autre main reposait légèrement sur son dos, encore douloureux du coup porté par Hartley. Mais il se tenait droit, plus grand qu'avant. Les gens s'écartèrent à son passage, non par peur ou par force, mais par respect. Les journalistes se précipitèrent, micro levé. Les questions fusent. Une voix s'éleva, claire et directe, demandant ce qu'il voulait dire au pays. Samuel s'arrêta. Il n'hésita pas. Il regarda droit dans le déluge de caméras et de micros, le visage calme, le regard fixe. Il dit qu'il s'était battu pour ce drapeau autrefois, qu'il avait porté l'uniforme fièrement, non pour le pouvoir, mais pour le peuple, et que même après la fin de son service, il était resté, non pour la gloire, ni pour les médailles, mais parce qu'il croyait en ce que le pays pouvait encore devenir. Il ajouta qu'il avait balayé les rues, non pas parce qu'on l'avait oublié, mais parce que chaque acte de service comptait, chaque acte de sollicitude, de dignité, était une sorte de résistance au désespoir. Et maintenant, dit-il, il se tenait à nouveau debout, non pas avec un fusil, ni avec une armure, mais avec la vérité, qu'il n'avait pas prévu de devenir un symbole. Simplement, il n'avait pas détourné le regard lorsqu'un enfant avait été blessé. Puis il se retourna. Sans plus de mots, pas de dernier discours. Il se mit en marche. La foule se tut à son passage. Certains saluèrent, d'autres inclinèrent la tête. Un enfant, debout sur les épaules de son père, murmura son nom. Samuel marchait au milieu d'eux, le balai dans une main et le drapeau plié dans l'autre. Les deux symboles, un simple outil et un tissu sacré, reposaient ensemble, non pas comme opposés, mais comme égaux. L'un représentait le travail qu'il avait accompli. L'autre, les idéaux qu'il croyait encore pouvoir être vrais. Le palais de justice s'estompa derrière lui, les chants s'atténuèrent, les caméras s'éteignirent, et pour une fois, le pays ne détourna pas le regard.